Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Woman, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Alors vous le savez, j'y reçois des personnalités, des hommes, des femmes qui partagent ma conviction que les femmes doivent occuper leur juste place dans l'économie de notre pays et que cela constitue à l'évidence un levier d'équilibre et de performance également. Voilà, alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir tout d'abord Marie-Georges, qui est la présidente de Willa. Elle nous parlera de ce que fait cette association en faveur de l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Viendra ensuite Maud Bailly, qui est CEO, directrice générale Europe du Sud du groupe Accor et membre du comité exécutif du groupe. Elle nous donnera, en tant que leader du monde économique, elle nous donnera son regard sur la mixité, notamment son regard sur la mixité et la diversité au sein des grands groupes hôteliers. Et puis viendra également ensuite l'étape du portrait. Et là, je recevrai Léa Lassara. Léa Lassara, qui est également dans le métier de l'hôtellerie et de la restauration, elle, indépendante, et à la tête d'un complexe de 3 hôtels, restaurants, spa. Également engagée dans la cité, puisqu'elle est aussi présidente de l'association Femmes et Challenge, et elle a été présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire. Voilà, donc un programme qui, je l'espère, va vous plaire. Bonjour Marie, bonjour Marie-Georges, ravie de votre présence, merci d'être là. Bonjour Marie-Claire, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie. Alors je crois que vous êtes d'ailleurs une habituée des plateaux de Bismart, mais Smart Woman, c'est une première fois. Absolument, et je suis ravie que cette émission existe. Alors donc Marie, en fait vous êtes aujourd'hui présidente de Willa, d'une association Willa. Vous exercez cette responsabilité en sus de votre activité de directrice exécutive du développement durable d'Accenture. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez été une des premières à bénéficier de l'appui de Willa pour la création d'entreprise. Alors c'était il y a quelque temps déjà, c'était en 2006 si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs Willa ne s'appelait pas Willa, s'appelait Paris Pionnière. Et donc vous aviez lancé votre entreprise avec l'appui de Paris Pionnière. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Absolument. À l'époque, j'étais étudiante à Sciences Po et j'ai décidé de créer une entreprise dans le conseil en développement durable, ce qui à l'époque était beaucoup moins sur toutes les lèvres qu'aujourd'hui. Et j'ai découvert que venait de se créer Paris Pionnière, un incubateur spécifique. C'était un des premiers d'ailleurs. Un des premiers, d'ailleurs un des premiers incubateurs tout court, puisqu'à l'époque où s'est créé Paris Pionnière, en Ile-de-France, il devait y avoir 3 incubateurs, là on doit être à 70. Bien sûr. Avec cette vision tout à fait originale et tout à fait visionnaire de dire il faut qu'on accompagne les femmes spécifiquement qui veulent monter des entreprises dans les domaines des services innovants. Et c'est comme ça que Paris Pionnière, l'incubateur, est né, donc effectivement il y a 17 ans. Et moi j'ai bénéficié personnellement de cet accompagnement, de ce pied à l'étrier, de ce réseau qu'on crée entre start-up et sociétés incubées, qui est très très fort, de la mise en relation aussi avec tous les partenaires, avec l'écosystème qui commençait à se mettre en place à l'époque, pour qu'on ait vraiment un parcours qui permet d'accompagner l'entreprise à tous les stades de développement pour qu'elle puisse grandir, grossir. Et effectivement, j'ai développé ma société pendant 10 ans, je l'ai revendue à un grand groupe qui voulait accélérer sur le sujet du développement durable. Et puis c'est comme ça que j'ai ensuite enclenché un parcours dans les grands groupes. Mais effectivement, ça a été un tremplin formidable. Voilà, donc vous avez eu vraiment la preuve par votre propre réalité de l'efficacité d'un réseau. Et effectivement, il faut saluer le fait que c'était l'un des premiers. Donc, c'était vraiment une très bonne idée à l'époque de le lancer. Alors, depuis, fort de tout ce que vous aviez connu, vous êtes resté fidèle et engagé. Donc, vous avez conservé un rôle au sein de Willa jusqu'à en devenir donc la présidente depuis, je crois, 6 ans, me semble-t-il, c'est ça ? Alors, entre-temps, bien sûr, le monde a continué de changer à tous les niveaux et vous avez l'équipe a fait évoluer Willa pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, dites-nous en quoi il y a eu une transformation de l'action de Willa. On viendra après un petit peu plus sur les programmes en tant que tels, mais comment ça s'est passé et aujourd'hui, comment vous vous définissez? Que fait l'association aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on aime bien dire qu'on est une école de l'entrepreneuriat et plus largement aussi une école de l'empowerment des femmes. C'est-à-dire qu'on délivre pour toutes les femmes qui ont un projet d'entreprise, y compris celles qui arrivent avec un projet d'entreprise qui est
tout à fait balbutiant et qui tient en 3 lignes sur une page. On est là et avec nos programmes, on accompagne ce parcours dans l'entrepreneuriat des femmes avec 3 programmes phares. Le Possible pour celles qui vraiment ont juste une idée, veulent voir si dans cette idée, il peut y avoir un business possible. Tester l'idée en réalité. Et voir comment d'une idée on fait un business. Le Start, qui est vraiment pour celles qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on accompagne pendant les 6 mois qui précèdent immédiatement la création, le dépôt au greffe et donc la création de l'entreprise, sur des sujets de définition du business model, de première levée d'argent, souvent du love money, comme on dit, auprès des gens proches qu'on connaît. Et puis ensuite, deuxième programme qu'on appelle le Scale, qui est vraiment l'accompagnement au moment où l'entreprise part à la conquête du marché. Donc ça dure un peu plus longtemps, au moins 1 année, disons. Et là, on va accompagner sur des sujets beaucoup plus spécifiques, le recrutement, des sujets de digitalisation, de growth hacking, des sujets de levée de fonds, etc. Donc, on est vraiment une école. On fonctionne par promotion. Les femmes qui arrivent, elles viennent et elles sont dans des promos où elles se retrouvent sur des secteurs d'activité souvent différents, mais par 15 ou 20 à un même moment. Et elles travaillent entre elles travaillent avec nos 150 experts. Alors justement, sur l'organisation, parce que ça c'est intéressant également de voir comment vous travaillez. Donc vous avez des experts en résidence, vous en avez d'autres labellisés, je crois. Alors, situe-nous un petit peu les ordres de grandeur de ces différents... L'équipe cœur, l'équipe salariée de l'association, c'est une dizaine de personnes qui designent les programmes d'accompagnement, qui est aux côtés des start-upeuses dans tout leur parcours. Aujourd'hui, on accompagne quand même 500 femmes par an. Donc, oui, là, le chiffre est quand même significatif le chiffre maintenant. est significatif et ne cesse de grandir puisque dans les dernières années, on a accompagné on a fait plus 20%. Et donc, il y a une équipe cœur salariés. Ensuite, il y a une première équipe de sachants qui vont vraiment se pencher sur le berceau de nos projets et qui vont accompagner sur des domaines spécifiques, les domaines business plan, finance, les domaines définition de l'offre, les domaines marketing, etc. Donc ça, ce sont nos entrepreneurs en résidence qui consacrent entre 2 et 3 jours par semaine à nos start-upeuses, soit en one-to-one, soit en collectif, soit en atelier. D'ailleurs, certains de nos ateliers sont ouverts. Largement au-delà. Exactement, y compris à celles qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas dans un programme chez nous. Ça, c'est une vraie valeur. Et puis, le troisième cercle, ce sont nos experts labellisés. On en a 150 aujourd'hui et qu'on fait intervenir à la demande en fonction des besoins des start-upeuses. Bon, très bien. Alors, en fait, il aurait fallu avoir plus de temps pour développer encore davantage, parce que vous avez en plus des thématiques spécifiques. Bon, on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois, mais notamment, il y avait Agritech. Mais bon, on voit bien à quel point, vous avez chaque fois... outre le parcours que vous offrez aux start-upers que vous accompagnez, vous avez également choisi des thématiques d'actualité pour les accompagner dans les voies qui sont les plus porteuses et nécessaires à notre société aujourd'hui. Dans celles où il y a le moins de femmes et aussi en utilisant toute la puissance du digital, puisqu'aujourd'hui, il y a 20% des femmes qu'on accompagne qui sont hors d'Île-de-France et qui suivent nos programmes, demain à l'étranger et aussi demain dans d'autres incubateurs, puisqu'on est en train de lancer un programme de labellisation d'incubateurs qui vont s'engager à respecter, à la fois en termes de chiffres et de politique d'accompagnement, pour accompagner plus de femmes, pour qu'on ne soit pas le seul incubateur mixte, oui, bien sûr. Mais que tous les autres le soient aussi. Formidable, formidable. Donc on va avoir des bébés Willa qui vont naître un petit peu partout et qui vont permettre de continuer à accompagner. Et c'est une action qui est ô combien utile, ô combien nécessaire. Bon, merci pour ce témoignage, parce qu'une fois de plus, vous avez démontré la force de l'accompagnement, en fait, pour permettre la réussite entrepreneuriale. Souvent, les femmes n'y ont pas, enfin souvent, de moins en moins, mais avant, il n'y avait pas du tout recours. Aujourd'hui, elles commencent à y avoir recours, et c'est très important parce que c'est là-dessus que ça s'appuie. Et on va voir dans les prochaines invités que je vais recevoir que cet état d'esprit de l'accompagnement est présent à tous les niveaux et qu'il est tout à fait efficace. Et avec pas mal de porosité entre le monde des startups et le monde des corporates. Bien sûr. Puisqu'on est vraiment sur l'empowerment et on a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs à un moment de leur vie, puis qui vont dans les corporates. Et cet esprit entrepreneurial, cette croyance dans ses capacités, c'est absolument essentiel. C'est le mot de la fin. Merci Marie. Merci beaucoup. Bonjour Maud Bailly. Bonjour. Très heureuse de vous avoir sur le plateau de Smart Woman. Également.
Donc, Maud, vous êtes actuellement la directrice générale, CEO, donc, pour le groupe Accor de l'Europe du Sud. Alors, cela étant, j'ai cru lire qu'il y avait dans les tuyaux une belle évolution à nouveau pour vous et que dans les prochaines semaines, sans doute, vous auriez une fonction encore plus élargie. Donc, félicitations anticipées. Mais Merci. vous en parlerez quand ce sera le moment. Alors, Maud, je voulais qu'en tant que leader et en tant que femme au COMEX, puisque je crois que quand vous êtes rentrée chez Accor, vous étiez à l'époque 2 femmes, non 2 femmes au COMEX. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai rejoint le COMEX du groupe Accor il y a presque 6 ans en tant que Chief Digital Officer. Donc une fonction monde importante, mais matricielle et fonctionnelle. Et l'autre personne qui était également femme au COMEX était une autre fonction support, qui était les RH. Et c'est un phénomène qu'on observe souvent le cas. Un peu partout. Après, je crois qu'on peut être optimiste parce que les choses ont bougé. On est passé de 2 à 6 femmes au COMEX aujourd'hui. Donc, on est à peu près à 31% de féminisation du COMEX. On peut aller plus loin, mais l'impulsion, elle est forte. Elle est là. Sébastien Bazin la pousse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des femmes qui deviennent patronnes de business units. C'est-à-dire qu'on les met aussi dans des zones de PNL et de business. Et ça, c'est très important. Là, vous avez raison de le souligner parce que je pense qu'effectivement, il y a déjà un premier pas qui est franchi. Et d'ailleurs, la loi Marie-Pierre Rixain, il faut lui rendre hommage, a permis de franchir certains caps avec des objectifs chiffrés de pourcentage de femmes. Mais il faut que non seulement il y ait un pourcentage de femmes significatif, mais que également ce soit dans des fonctions opérationnelles à l'égal de ce que l'on a pour les hommes. Alors, avant d'en arriver sur ce que vous faites au niveau du groupe Accor, je voulais que vous nous disiez juste un mot, mais le panorama finalement des groupes hôteliers mondiaux, des grands groupes hôteliers mondiaux comparables à Accor, qu'est-ce que ça donne en termes justement de mixité, de diversité ? Alors, le monde de l'hôtellerie est un monde plutôt masculin à l'origine, mais qui bouge et qui a compris aussi l'intérêt de la diversité, je pense, comme levier de performance collective. La diversité, au-delà des quotas et des lois, ça doit être avant tout une conviction de leadership. Et moi, je suis absolument convaincue que les équipes les plus diverses sont les plus performantes. Donc, la diversité est une conviction de leadership. La plupart des grands groupes hôteliers internationaux sont dirigés par des hommes. On a observé la même tendance à la féminisation des COMEX à hauteur de 30%. Je suis convaincue qu'on peut aller plus loin. Il y a aussi un enjeu de féminisation des viviers. Donc notre rôle à nous, dirigeantes, c'est de s'assurer qu'à tous les échelons de nos organisations, il y a ces jeunes pousses, ces talents en devenir qui vont incarner cette diversité à plus haute mesure. Mais pour l'instant, la plupart des grands patrons des grands groupes hôteliers sont des hommes. Sont des hommes. Bon, alors Accor fait finalement plutôt figure de bon élève dans ce concert global. Alors comment vous avez fait, comment vous faites vous dans votre rôle précisément de dirigeante pour promouvoir ces talents? Parce que c'est vrai que souvent ce sujet est objecté, c'est de dire mais on n'a pas les femmes. Alors ça me fait toujours rire quand j'entends ça, vous aussi je le sais. Mais en fait il faut effectivement créer les viviers et puis il faut créer les moyens de faire évoluer les femmes et qu'elles expriment leur plein potentiel et leurs pleines ambitions, ce qui est aussi un sujet. Il faut créer les viviers, il faut beaucoup de volontarisme. Moi, fondamentalement, je ne suis pas pour les quotas, mais je suis pour les quotas comme un mal nécessaire pour accélérer une situation de fait qui, sinon, ne bougera pas avant des décennies. Et là, on agit pour nous, mais surtout pour les générations à venir, pour nos filles, pour nos enfants, pour leur permettre d'avoir des environnements plus divers, plus tolérants, plus ouverts et donc plus performants. Ce qu'on a fait très concrètement, c'est qu'on a pris des indicateurs très basiques. On a regardé le pourcentage de femmes directrices d'hôtel, sur quel segment, et on a décidé de s'engager avant la loi Rexin sur des objectifs. Bien sûr, bravo, bravo. Et donc, dans nos objectifs, dès janvier 2020, Sébastien Bazin, notre CEO, s'est engagé à avoir 40% de femmes directrices d'hôtel, et pas que sur du segment économique, donc aussi des femmes directrices de très gros hôtels. Le risque existait que ce soit sur le secteur économique. Il y a des biais plus ou moins conscients qu'il faut qu'on se méfie nous-mêmes de reproduire, mais il y a des biais. 40% de femmes directrices d'hôtel, 40% de femmes au COMEX d'ici 2025, et 2025 c'est demain, aujourd'hui on est à 31%, et puis 45% de femmes dans les comités de direction de structures comme les miennes. On est passé de 27% à 36% de femmes directrices d'hôtel. Là vous avez fait en beaucoup 6 bouger. ans. Voilà, et on bouge les lignes, mais c'est un combat constant, c'est une vigilance de leadership, c'est un devoir, ça peut régresser.
Toujours. Et il faut absolument démontrer qu'on ne fait pas ça contre les hommes, mais avec. Bien sûr. On a mis en place un réseau de diversité, non pas de femmes, un réseau de diversité qui s'appelle RISE. Il comprend 28 000 membres dans le monde, dans 110 pays. Et on a 50% d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble à l'atteinte de ces objectifs, avec l'idée que la diversité de genre, mais aussi d'origine socioculturelle et d'âge, est notre plus belle garantie de réussite collective. Non, mais c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment d'avoir cette ouverture et de ne pas opposer les hommes et les femmes, c'est-à-dire de ne rien opposer. Enfin, notre société oppose systématiquement au lieu de rassembler et de permettre justement l'éclosion de solutions plus meilleures. Donc, on a tout sauf besoin de s'opposer. Et par ailleurs, les femmes ne doivent pas reproduire ce qu'elles ont dénoncé. Évidemment. Donc il faut plutôt des réseaux de diversité. Nos meilleurs ambassadeurs sont souvent des hommes. On a par ailleurs lancé 2 autres activités au-delà des objectifs, des indicateurs très stricts. En général, ça aide pour progresser et bouger les lignes. On a beaucoup de mentoring. On a maintenant 2000 binômes de mentoring qui ont été constitués, d'hommes qui coachent des femmes, de femmes qui coachent des hommes, en siège, dans les hôtels, dans une logique de transmission et de confiance. Parce que souvent, le déclic qui manque pour un homme comme pour une femme, mais beaucoup pour les femmes, c'est la confiance. C'est la personne qui va dire « vous pouvez y arriver, je vous fais confiance ». Je crois que d'ailleurs vous me racontiez juste avant une anecdote que vous aviez vécue d'une femme à qui vous proposiez justement et on a toutes connu ça, on a toutes proposé des fonctions où les femmes hésitent. Alors qu'en fait, elles ont les capacités. J'ai une collaboratrice dans mon comité de direction actuel qui se reconnaîtra, qui est une femme remarquable, à qui j'ai proposé il y a 2 ans de prendre un périmètre opérationnel business très important. Et sa première réaction a été évidemment... je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Et donc, je lui ai répondu, en plaisantant un peu, mais pas que, je lui ai répondu, en fait, cette information, c'est pour que tu sois au courant, mais ce n'est pas négociable. Félicitations pour ta promotion. C'est fait. Ben voilà, écoutez, je pense qu'une fois qu'on a ce comportement-là, on résout systématiquement ce sujet. Et c'est vraiment, encore une fois, il faut insister, parce que trop souvent, on a l'impression que le combat, entre guillemets, des femmes pour que la place soit la juste place. Moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis toujours engagée. On a l'impression parfois que c'est un peu ou revanchard ou quelque chose, mais pas du tout. En fait, c'est un facteur d'équilibre et de performance. Donc les deux. Enfin, nous, on avait conduit une étude pour essayer de convaincre aussi les plus sceptiques parfois au sein de l'hôtellerie, en montrant que ce n'était pas un sujet de Tupperware ou de chiffon de bonnes femmes qui veulent prendre leur revanche, mais un sujet de performance. Donc on avait pris 1000 hôtels dans le groupe et on avait montré à partir de leurs données que les hôtels présentant les comités de direction les plus féminins et les plus diversifiés avaient en moyenne une performance supérieure financière de 5 points et une satisfaction client supérieure de 10 points. Donc quand la donnée parle, ça montre que la diversité est un levier de performance. Tout est dit. Alors vous allez être ravis parce que après vous, je reçois Léa Lassara et Léa est également dans le monde de l'hôtellerie. Un très bel exemple. Et elle dirige effectivement un groupe en tant qu'indépendante et la performance est au rendez-vous aussi. Merci beaucoup Maude. Merci à vous Marie-Claire. Bonjour Léa Lassara. Bonjour. Ravi de vous accueillir et de poursuivre avec vous cette conversation sur le très beau métier de l'hôtellerie-restauration. Puisque vous êtes dirigeante d'un groupe hôtelier, donc vous allez nous en parler bien sûr dans le détail. Vous êtes également engagée dans la cité, comme on dit, puisque vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Femmes et Challenge, mais que vous avez créée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire, dont vous avez été la présidente. On y reviendra également. Mais bon, comme il s'agit ici d'un portrait, on va commencer par le commencement, puisque c'est de vous dont on parle. Et donc, on va parler de vous au tout début. Et au tout début de l'histoire, vous êtes rentrée en fait fort jeune dans le milieu entrepreneurial, puisque vous aviez à peine 19 ans, si je me souviens bien, quand vous avez rejoint le groupe familial qui s'appelait Interiors à l'époque. Alors, en quelques mots, après on va parler surtout de l'activité d'aujourd'hui, mais racontez-nous le début de l'aventure pour vous. Oui, finalement, c'était un peu tout tracé. C'est-à-dire que mes parents, imaginez, ils ont développé une entreprise. Ils ont commencé à la développer, en tout cas. Ils se sont dit, forcément, Léa, elle a l'air de s'intéresser au monde de l'entreprise. Il faut qu'elle nous rejoigne. Donc, à 19 ans, je suis partie en Angleterre, ouvrir la filiale en Angleterre. Sacrée expérience. C'était passionnant. Mais quand vous êtes jeune, que vous avez un niveau bac, en gros, au niveau de l'anglais... Vous avez fait, du coup, quitter l'école de commerce pour pouvoir... Absolument. Voilà. En disant, écoute, de toute façon, puisque tu vas travailler avec nous, ça ne sert à rien que tu continues
continue tes études. Donc j'ai arrêté mes études pour les rejoindre et ça a été passionnant. Donc voilà, on monte une filiale. À l'époque, Interiors avait 7 magasins et puis ensuite je rejoins la France, je les rejoins et là je passe par tous les postes. C'était et dans l'éducation et je pense que c'était aussi dans l'envie que j'avais. Donc je sais cirer des meubles, changer des camions, gérer la qualité. Non mais ça manifestement, on doit être très dans le concret. Voilà, c'est ça. Donc je passe par tous les postes et puis à 30 ans, je prends la direction générale après avoir fait beaucoup d'export, de commercial. Je prends la direction générale du groupe et je reste 10 ans. Voilà. Et après, l'histoire s'arrête. Mais alors, l'histoire s'arrête. L'histoire ne fait que commencer, puisqu'il y a une nouvelle histoire qui va s'écrire après. Et la nouvelle histoire va s'écrire alors même que vous aviez déjà investi dans. Parce que ce n'était pas de l'hôtellerie-restauration, mais vous aviez investi en achetant, je crois, un hôtel à l'époque à l'Alpe d'Huez, mais vous ne le gériez pas. Alors, et puis. Un jour, vous avez décidé finalement que Interiors, c'était votre vie passée en quelque sorte, et que là, vous alliez créer votre propre affaire et que vous alliez avoir... Alors, c'était quoi le déclic pour devenir patronne je crois que hôtellerie-restauration. Petite fille et fille d'entrepreneurs, ils sont partis de zéro, que ce soit mes grands-parents, mes parents. Je pense que j'avais un peu cette graine d'entrepreneur en moi et donc j'avais de plus en plus envie de créer mon entreprise et donc quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais créer mon entreprise, ils m'ont dit mais attends, c'est un peu la tienne en fait là. Je dis non, pas tout à fait. Donc je pars, donc je suis partie, ensuite l'entreprise a été revendue et donc ça a été le déclic de me dire il faut que j'ai envie de devenir entrepreneur. Et je suis partie sans savoir ce que j'allais faire. C'est-à-dire que je gérais une entreprise qui avait 400 personnes en France, 2000 dans le monde, des usines, beaucoup de magasins. Et donc là, je me dis, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et pendant longtemps, en tout cas des amis, la famille, donc j'ai pris 6 mois où j'ai réfléchi au projet et mon entourage me dit, mais attends, depuis le temps que tu nous dis que tu voudrais faire des restos ou que tu trouves jamais ce que tu veux quand tu es en déplacement ou des hôtels et tout, c'est peut-être le moment. Donc je me suis lancée dans la restauration. En plus de l'hôtellerie, effectivement. Donc ça a été le fameux déclic qui s'est passé. Est-ce que d'ailleurs vous avez été accompagné par un incubateur ? Non, à l'époque il n'y avait pas encore, d'incubateur. Et bon. Alors, mais vous avez été accompagné par les amis qui vous ont néanmoins poussé en vous disant vas-y. Oui, je crois qu'on est toujours. De toute façon, on suit aussi. Alors, des modèles, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, des personnes qui vous inspirent et puis qui permettent d'avancer, qui vous disent vas-y. Mais j'ai pas été accompagnée par un incubateur. Je sais pas si ça existait, effectivement. Ça existait pas. C'était vraiment le début. Alors aujourd'hui, donc, avant de venir à votre rôle par ailleurs, mais aujourd'hui, donc, dans votre groupe, puisque c'est un groupe indépendant, mais c'est un groupe, vous en êtes où ? On parlera des projets, puisqu'à la fin, vous avez encore de gros projets, mais vous en êtes où ? Comment ça se passe ? Quels sont les défis ? Quels sont les enjeux ? Comment vous avez passé, d'ailleurs, cette période de crise très difficile ? Où en êtes-vous ? Écoutez, ça va plutôt bien en fait. J'aime bien les projets, j'aime bien les nouveaux lieux, donc c'est ce que je m'efforce de faire. Donc aujourd'hui, ça va bien, la santé financière de nos établissements va bien. C'est vrai qu'on est passé par un moment, par une période difficile pour tout le monde, je crois. Bon, nous, on a été à l'arrêt brutal, effectivement, pendant quelques mois, mais on a pu garder nos équipes et donc c'est reparti. En fait, nos clients partout dans les hôtels, les restaurants étaient très contents de retrouver les lieux qu'ils aimaient, donc c'est plutôt bien parti avec des équipes qui ont encore plus envie, je dirais, aujourd'hui qu'avant. Donc tout ça est très positif. Et puis en plus, je vois que vous renouvelez. J'ai lu récemment là, que vous faisiez même une brocante assez régulièrement pour changer la décoration de vos hôtels. Donc il y avait des ventes. 20 années passées chez Interiors dans la déco, effectivement, j'ai été nourrie déco, ça laisse des marques. Donc effectivement. Et puis c'est aussi, j'aime bien que chaque lieu soit différent. Donc en fait, je renouvelle la déco souvent. Donc on est obligé d'avoir des entrepôts de plus en plus grands. Et de temps en temps, je me dis, allez, il faut faire une brocante pour en faire profiter les autres. Alors, simultanément à tout ça, vous avez donc, vous êtes investi en devenant présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Estuaire. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez trouvé les équipes ? Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez pris conscience qu'il y avait quand même un plafond de verre, alors que jusque-là, ce n'était pas le cas. Oui, tout à fait. J'arrive en fin 2016, je deviens présidente de CCI Seine-Estuaire. C'est Le Havre, Honfleur, Deauville, Fécamp, enfin le haut, le bas autour du Havre. Et je deviens présidente. Et là, en fait, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises, dirigeants salariés, entrepreneurs, et au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, mais enfin quelques semaines, je crois, je me dis, mais en fait, elles sont où les femmes ? Et là, je me renseigne. Et bon, bien sûr,
je tombe un peu. Le mot tomber, il est un peu important, je crois, c'est je tombe sur des stats et je me dis, ah oui, en fait, on n'est pas très nombreuses à entreprendre. Et puis, je découvre le plafond de verre. Alors évidemment, j'en avais entendu parler, mais sans vraiment... On n'y croit pas vraiment, forcément, oui. Non, parce que je crois que vous m'avez dit que c'était un peu pareil pour vous. Oui, à une époque, je ne croyais pas non plus. Voilà. Et donc là, je cherche, j'interroge des femmes aussi. Oh oui, mais non, mais tu sais, mais pourquoi moi? Pourquoi je me mettrais en avant? Pourquoi, etc. J'ai d'autres choses à faire, plus importantes, ou j'ose pas, tout ça. Et là, je me dis, Léa, tu es présidente d'une chambre de commerce, bon, tu es une femme, tu es présidente d'une chambre de commerce, et tu es entrepreneur, donc tu dois pouvoir faire quelque chose. Et donc, c'est là que je me dis, il faut que j'aide les femmes à entreprendre plus. Il y a le côté, on en a parlé avec vos invités avant, il y a le côté aider, faire changer les mentalités, mais aussi également dire aux femmes, il faut oser entreprendre, et donc on peut faire quelque chose. Et donc là, je crée à ce moment-là le réseau Femmes et Challenge. Et aujourd'hui, Femmes et Challenge, ça représente combien d'adhérentes? Qu'est-ce que ça a comme résultat? Quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là, si on est 100 entrepreneurs, ça va être génial. Et ça, c'était sur le Havre. Et finalement, vite, c'est devenu normand, parce que c'est aussi le réseau des CCI de Normandie. Donc, c'est devenu normand. Et aujourd'hui, il y a 1200 femmes au sein de ce réseau. Donc, c'est un gros réseau régional. Donc, ça bouge bien. On a quelques chiffres aussi. On parle beaucoup de création d'entreprises, par exemple. Et quand on a créé le réseau, on était 8e région sur 12 sur la création d'entreprises. C'était votre ambition, ça, pour les femmes. De faire progresser la région. Aujourd'hui, on est 2e. Donc, c'est pas mal quand même. En 5 ans, on est passé 2e. Non, mais comme quoi, on peut, dès lors qu'on s'en occupe, on peut faire bouger les choses. Bien sûr. Et puis aussi, il y a ce spectre. Il y a bien sûr l'entrepreneuriat par les femmes, c'est-à-dire créer l'entreprise. La dimension de l'entreprise est importante aussi. Pas être forcément dans la micro-entreprise, mais créer de l'emploi, la reprise d'entreprise, et puis aussi aider et booster la carrière des femmes dirigeantes pour qu'elles osent plus être à des responsabilités au sein des entreprises et bien sûr dans les comités de direction et les gouvernances des entreprises. Et ça fait partie aussi des projets et des missions de Femmes et Challenge, bien sûr. Alors vous ne manquez ni de projet, ni d'envie, ni de chaque fois de décision. Et alors là, vous avez de nouveaux projets. Alors en quelques mots, parce qu'on est près de la fin, mais parlez-nous de vos nouveaux projets, parce que je crois qu'il y a en plus une dimension très importante justement de transmission de savoir qui vous tient à cœur. C'est vrai que toutes ces expériences, en fait, permettent de grandir, d'apprendre. Et en fait, là, je me lance, je recrée un autre hôtel, un restaurant, mais aussi quelque chose de très différent, qui est une première pour moi, c'est que je crée une école qui s'appelle La Grande École, qui va ouvrir... La Grande École. C'est ça. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Ça n'existait pas, donc on l'a créé. Ça s'appelle La Grande École, dont le siège est basé au Havre et qui va effectivement vraiment aller baser sur le partage d'expériences, parce que je pense qu'on ne s'en sert pas assez. Et moi, j'apprends énormément par le partage d'expérience. Et donc, sur le partage d'expérience avec des thématiques diverses et variées autour de mon métier, mais pas seulement. Donc, c'est un beau projet qui ouvre en mai prochain et nous sommes sur le projet. Écoutez, c'est formidable. Donc, en tout cas, merci pour cet enthousiasme très communicatif. Et puis, évidemment, tous mes vœux de succès pour votre nouveau, si beau projet. Mais je suis sûre qu'on entendra parler de vous en des termes encore plus élogieux après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Merci. Merci à vous. Bien, écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, à nouveau, 3 témoignages très, très toniques. Moi, je ressors chaque fois, et j'espère que c'est pareil pour vous, je ressors chaque fois de cette émission en me disant ô combien les entrepreneurs sont porteurs de solutions, ça on le savait déjà ici, mais sont porteurs d'esprit positif, et ô combien nous en avons besoin. Donc, je vous dis à bientôt.